Le Royal Rumble, c'est juste l'un de mes pay-per-view préférés. En réalité, j'ai même plus souvent d'attente pour un Royal Rumble qu'avant un WrestleMania, tellement les possibilités ce soir-là sont absolument infinies. Entre les retours, les débuts, les attentes du premier et du dernier participant, et surtout la hâte de voir qui va gagner pour avoir un match de championnat sur la plus grande scène du monde, tout est aligné pour rendre l'événement juste excellent. Bien sûr, le Royal Rumble, c'est pas que ça, c'est aussi une soirée avec d'autres matchs, notamment des matchs de championnat, et évidemment qu'en fonction des années, les choses sont plus ou moins bons. Mais du coup, si on a déjà vu que 2008 c'était une année de fou à la WWE, avec la vidéo que j'ai fait qui retrace les événements les plus marquants, elle est aussi très importante puisqu'elle démarre avec l'un des meilleurs Royal Rumble de l'histoire sur lequel on va revenir ensemble aujourd'hui, le Royal Rumble 2008. Déjà, les Royal Rumble sont systématiquement ouverts par un clip qui retrace les meilleurs moments de ce show qui a démarré en 1988, et dans les années 2000-2010, je trouve que ces clips étaient particulièrement excellents. Franchement, celui du Rumble 2009 avec le banger de Kevin Rudolph, il est juste incroyable, mais celui de 2008 n'a pas à rougir non plus parce qu'il est très cool et il te lance direct dans la soirée, c'est parfait. Mais vous vous en doutez, c'est pas juste le clip d'intro qui rend cet événement si important, puisque le show a en plus lieu en direct du très grand Madison Square Garden connu de tous, et en 2008, on est avant les travaux de rénovation qui ont gâché l'aspect spécial de cette salle, et on a donc cette arène si particulière qu'on ne voyait que là-bas et qui fait ultra plaisir. Mais allez, c'est l'heure d'ouvrir la soirée et on commence directement avec un match entre Ric Flair et MVP avec en jeu la carrière du Nature Boy. Bien sûr, on est là sur la fin de la carrière de Ric Flair, enfin bon, la fin à la WWE on va dire malheureusement, et du coup on est dans cette période où Vince McMahon lui avait annoncé que sa prochaine défaite serait sa dernière et que sa carrière prendrait fin dès qu'il perdrait un match, et donc chaque apparition de Ric Flair pouvait s'avérer être sa dernière. Je vous l'accorde que face à MVP il risque peut-être pas grand chose ce soir-là, mais finalement à ce moment-là on est sans savoir qu'à 4 mois de la fin de sa carrière, et Flair reçoit donc bien sûr toujours une ovation monumentale. Avant le match, Ric Flair nous sort une petite promo pleine d'émotions en parlant du Madison Square Garden, mais il est interrompu par son adversaire, le champion des États-Unis MVP, qui débarque pour démarrer le match et avoir l'honneur de partager le ring avec une légende. Franchement, MVP à l'époque, dans son règne de champion des États-Unis, je le trouvais très cool et il domine d'ailleurs le début du match face à un si grand nom, ce qui est, je trouve, très important pour lui. Bien sûr, le match tourne autour des tentatives de figure 4 de Ric Flair qui tente d'en finir rapidement, mais MVP arrive quand même à garder le dessus, et ce que je trouve intéressant d'entrée de jeu et tout au long du match, c'est à quel point Ric Flair va vendre pour MVP. On sent qu'il y a quand même une volonté de mettre le gars en avant, et même si bien sûr c'est pas lui qui mettra un terme à la carrière de Ric Flair, c'est quand même très cool. Alors oui, en fait il tente quand même de nous faire croire que MVP peut créer l'exploit, mais bien sûr Ric Flair va mettre le pied sur la corde pour s'en sortir, et c'est dommage parce que j'ai trouvé le spot assez intéressant, mais en fait le public n'y croit absolument pas. Malgré ça, ce petit segment est quand même très cool avec Flair qui tente de voler la victoire de nulle part, mais finalement il devra aller jusqu'au bout puisque MVP reprend le dessus avant de tenter de placer son finisher, et de finalement se faire contrer par le Nature Boy qui lui envoie de nulle part son figure 4 leg lock pour la victoire. Alors à ce moment-là, Ric Flair il a plus rien à prouver et il va continuer dans les mois suivants jusqu'à sa rivalité contre Shawn Michaels, mais du côté de MVP, je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que ce match aurait pu lui permettre de s'établir encore plus, mais il se lance suite à ça en rivalité avec Batista et perd également pas mal de matchs, ce qui gâche un petit peu le moment je trouve. Mais bon, passons à la suite, et non, je parlerai pas de cette storyline horrible dans laquelle la WWE voulait nous faire croire que Hans Hogle était le fils de Vince McMahon, ça va 5 minutes les conneries, on a envie de voir du catch nous. On passe donc directement au match suivant, celui qui se déroule au milieu d'une rivalité très personnelle et très importante, l'affrontement entre JBL et Chris Jericho. La rivalité avait démarré au retour de Jericho à l'époque, qui s'était fait attaquer par JBL parce que celui-ci ne supportait juste pas de le voir revenir comme un sauveur, et qui du coup avait décidé de tenter de le tuer littéralement en s'en prenant à sa nuque. Alors je sais que comme ça l'histoire paraît dingue, mais bon, en réalité JBL c'était vraiment le heel par excellence à l'époque, et pour le retour de Jericho c'était vraiment pas mal comme idée. Celui-ci est évidemment ovationné dès son arrivée, et le match démarre très fort avec le côté personnel et hargneux qui est clairement mis en avant. Bon, JBL, comme d'habitude, il va catcher comme le dernier des salopards, en s'en prenant à la nuque de Jericho. Mais encore une fois, le gars jouait juste tellement bien son rôle, et quand on connaît l'année de fou que va nous sortir Jericho en 2008, on voit vraiment que cette rivalité a permis de l'établir. En plus, la deuxième partie du match est très stylée aussi, et met encore plus en avant l'aspect violent de la rivalité, puisque Jericho se fait exploser le crâne contre le poteau et se met à pisser le sang, ce qui nous rappelle bien que début 2008, on n'est pas encore dans la PG era. Oui, parce que pour ceux qui se demanderaient pourquoi on voit beaucoup moins de sang aujourd'hui à la WWE, c'est simplement parce que le programme est destiné à des gens plus jeunes, et ce changement est arrivé pendant l'année 2008, ce qui explique la grande différence entre ce type d'affrontement au mois de janvier et ceux qu'on aura plus tard dans l'année. Ah non, mais je rigole pas du tout, demandez à Batista, il en a fait les frais, il a voulu saigner dans un match pendant l'épisode 800 € contre Chris Jericho, justement, il a bouffé 100 000 $ d'amende, et je peux vous dire qu'il rigolait moins après, Mais bon, là ça va, on est encore en début d'année, donc le sang c'est encore ok, Jericho va pouvoir pisser le sang, et malgré ça, il va quand même revenir dans le match avant de nous prouver
prouver une fois de plus qu'on n'était vraiment pas en PG era, puisqu'il envoie un énorme coup de chaise dans le crâne de JBL à l'extérieur, perdant le match par disqualification. Ah oui, les commotions, c'était pas son problème à l'époque, et Jericho est tellement à fond dans la rivalité et dans la haine de son adversaire qu'il s'en fout de se faire disqualifier, et il en rajoute en jetant la chaise en pleine tête de JBL avant de littéralement pendre celui-ci de manière ultra violente pour se venger de l'attaque qu'il a subie sous l'ovation des fans. Alors oui, la fin du match peut sur le papier paraître décevante, parce que ok, un finish par disqualification c'est pas génial, mais honnêtement ça colle parfaitement à la rivalité et c'est juste un peu dommage que ça n'ait pas ensuite mené à un match sans disqualification entre les deux hommes qui aurait pu être très cool je pense. Et justement tant que j'y suis à parler de Jericho, je sais que vous avez été nombreux à me demander de retracer sa carrière et ne vous inquiétez pas, ce sera bien sûr fait et on reparlera évidemment de cette rivalité à ce moment-là, mais cette petite aparté me permet aussi de vous annoncer que les membres font officiellement leur arrivée sur la chaîne YouTube. Du coup j'en profite rapidement, si vous voulez me soutenir, suivre des petites FAQ, avoir des réponses en priorité à vos commentaires et avoir vos idées de vidéos plus rapidement mises en avant, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne avec le bouton sous la vidéo ou avec le lien dans la description. Je remercie d'avance énormément tous les gens qui rejoindront la chaîne et je serai attentif au maximum aux commentaires des membres, et pour les autres, ne vous inquiétez pas, je continuerai toujours de vous lire et de prendre en compte vos idées, parce que les membres c'est avant tout un moyen pour vous de me soutenir et je vous en remercie. Allez, c'est l'heure de passer à la suite et au premier match de championnat de la soirée, qui est déjà l'avant-dernier match en 1 contre 1, puisqu'évidemment dans les pay-per-view Royal Rumble, avec la Battle Royale qui prend plus d'1 heure dans le main event, il y a de la place pour moins de matchs. Mais honnêtement, c'est pas plus mal parce que du coup on garde quasiment que des matchs cool sur la carte et on attaque donc directement avec le match suivant pour le titre de champion du monde poids lourd entre Edge et Rey Mysterio. À cette époque, Edge domine SmackDown avec son clan, la Familia, qui est l'ancêtre un petit peu de la Bloodline, voilà, je fais gratuitement grincer quelques dents avec cette phrase, et Rey Mysterio a remporté un Beat the Clock Challenge en battant Edge grâce à Batista et à l'Undertaker pour obtenir cette chance au titre. Du coup, la rivalité s'était ensuite lancée autour des liens entre Rey Mysterio et la famille Guerrero, mais on savait en réalité très bien qu'à l'époque, elle ne mènerait pas bien loin. Le champion Edge débarque évidemment avec ses associés, et Rey Mysterio doit du coup surpasser la Familia tout entière s'il veut ce soir remporter la ceinture. Donc bon, avec tout ce que je vous ai dit, et puis la simple existence de Rey Mysterio à l'époque, vous devez logiquement penser qu'il est acclamé ce soir-là, et vous auriez raison. Sauf qu'en fait, pas du tout. Non, le public chie littéralement sur Rey Mysterio, et Edge se mange des applaudissements de fou, ce qui illustre très bien la folie du public de New York, qui répond toujours présent dans les grands shows. Du coup, toutes les offenses de Mysterio pendant le match sont huées, et celles de Edge sont applaudies, ce qui est vraiment pas fréquent, et malgré les tentatives d'intervention de Ryder et Hawkins, le public ne change pas d'avis, ce qui rend la situation assez marrante. Mais bon, en fait, de toute façon, les deux vont pas pouvoir intervenir bien longtemps, parce qu'ils se font dégager par l'arbitre très rapidement, et Edge garde quand même le dessus en travaillant sur le genou blessé de Rey Mysterio, qui est bien sûr une énorme cible pour tous ses adversaires, mais ça vous le savez déjà tous, parce que vous avez bien sûr vu les clips Ne faites pas ça chez vous, où il disait qu'il s'était fait opérer je sais plus combien de fois, je crois que c'était 5 au genou gauche. Mais bon, malgré tout ce travail, Rey arrive quand même à revenir dans le match, et il tente de placer son 619 qui encore une fois est assez étonnamment hué par les fans, mais qui de toute façon ne passe pas tout de suite. Franchement, je trouve que Edge et Rey Mysterio ils ont toujours ultra bien combiné, et même s'il n'y a pas énormément de suspense quant au gagnant du match, c'est quand même un affrontement très cool je trouve, et ça met ultra bien en avant le côté heel de Edge qui va profiter de l'aide de Vicky Guerrero sur la fin du match. Parce que oui, après avoir enfin réussi à placer le 619, Rey Mysterio tente d'en finir avec son splash, et alors que franchement on a le doute sur le fait qu'il va peut-être créer la surprise, Vicky Guerrero se lève miraculeusement de son fauteuil roulant pour aller empêcher le compte de 3 et coûter le match à Rey Mysterio. Mais c'est pas fini parce que Rey garde quand même le dessus après ça et il replace Edge pour le 619, mais cette fois-ci Vicky s'interpose et encaisse la prise à la place de son mari, ce qui permet au champion de surprendre Rey Mysterio en plein air avec son spear pour la victoire, dans un segment final extrêmement cool. Franchement, cette fin de match et même le match tout entier est ultra stylé, il est ultra bien construit, et même si le public se retourne contre Rey Mysterio, ils se font quand même prendre par moments par le côté underdog du luchador, c'est hyper cool et franchement y a rien à dire. Alors si, parce que bien qu'il soit très cool, ce match ne sert en fait que de transition pour Edge qui aura bientôt des choses plus importantes à régler puisqu'il ira vers WrestleMania pour un match contre l'Undertaker, mais malgré tout ça, c'est un match très propre qui passe franchement tout seul. Bon, à ce moment-là du show, on s'attend à ce que ça enchaîne sur le match pour le titre WWE, parce qu'on vient de sortir d'un match plutôt cool, donc autant enchaîner. Mais évidemment, que serait la WWE sans ces segments aussi inutiles que gênants de milieu de show? Du coup, Maria arrive, on sait pas trop pourquoi à la base, même si on est quand même content parce que de toute façon son thème à l'époque c'est juste un banger, et elle nous lance une kiss cam qui, franchement, bon, on s'en fout complet, mais elle est interrompue par Ashley, à qui on rend un hommage encore une fois, parce que pour ceux qui ne savent pas, elle nous a quitté tragiquement en 2019. Alors, malheureusement, c'est peut-être pas le meilleur segment pour la mentionner, parce que va s'en suivre une discussion très gênante dans laquelle Ashley va tenter de convaincre Maria de poser pour Playboy, avant d'être interrompue par Santino qui arrive avec un mec sous une cape. Santino fait la vanne de dire que personne ne veut voir Maria nue, ce qui cause évidemment l'ovation de la salle, Oui bon écoutez, c'est du catch. Et après des blagues sur le foot américain que j'ai pas compris, Santino fait débarquer un pote qui, bon bah voilà, il est ce qu'il est, et le gars se fait exploser par Ashley à coups de canard en plastique, ce qui me rappelle très bien un certain main event de WrestleMania. Mais bon, allez, c'est bon, passons ce segment à la con et passons directement au co-main event de la soirée, puisqu'il est l'heure de parler d'un match qui me tient énormément à cœur, puisqu'il s'agit du match pour
le titre de la WWE opposant Randy Orton à Jeff Hardy, deux de mes catcheurs préférés à l'époque. On a un clip d'avant-match ultra cool qui retrace la rivalité et les carrières des deux hommes, avec le clip pour Jeff Hardy qui évidemment est ultra stylé, comme littéralement tous ses clips à l'époque. Et on revoit bien sûr la Swanton Bomb mémorable de Jeff, en plus de revivre toutes les attaques de Randy Orton pour insister sur l'intensité de la rivalité. Et on peut enfin passer au match avec l'entrée de Jeff Hardy sous les applaudissements du Madison Square Garden. Ce match permet de mettre en place les premières bases de la route de Jeff Hardy vers le titre WWE, alors qu'il est déjà champion intercontinental à l'époque, mais on va voir que finalement, Jeff Hardy va devoir attendre encore un bon moment avant de remporter ce titre. Orton débarque à son tour avec son ancienne musique, qui même si elle est très cool et fait partie de mes préférés, ne va plus du tout avec son personnage dans les années 2008-2009, parce qu'on voit qu'il a déjà commencé à adopter le style un petit peu vipère. Mais assez discuté des musiques et des clips d'avant-match, il est l'heure de passer à l'action, et l'affrontement commence une fois de plus très fort, avec beaucoup de haine entre les deux hommes, et Jeff Hardy qui prend le dessus pour commencer d'entrée de jeu à nous sortir ses dingueries. Orton déguste une chute juste hallucinante à l'extérieur et sort de très beaux contres, mais on a quand même une large domination du challenger, et honnêtement je comprends qu'à l'époque certains voyaient Jeff Hardy prendre le titre ce soir-là parce que tout est fait pour nous y faire croire. Bon, heureusement pour lui, Orton arrive quand même à reprendre le dessus et ralentit encore le rythme du match, ce qu'il faisait parfaitement à l'époque et qui avait tendance à énerver pas mal de monde, mais personnellement je trouvais ça tellement heal et tellement excellent qu'avec tout le talent qu'il est, il s'économise et catch ultra lentement juste pour faire chier en fait. Jeff arrive quand même à avoir de bonnes phases d'offense malgré ça, en plaçant notamment son magnifique Whisper in the Wind, mais alors qu'il veut enchaîner avec sa Swanton Bomb, Orton fuit à l'extérieur et revient avec un très beau dropkick. Évidemment Jeff Hardy il nous fait du Jeff Hardy, et il lâche absolument rien et envoie directement un magnifique moonsault à l'extérieur, mais alors qu'il a le dessus et qu'il prépare son Twist of Fate dans le ring, il est contré de nulle part par un RKO de Randy Orton qui retourne le match en un instant et remporte la victoire. Franchement, autant je connaissais ce moment et j'avais bien sûr déjà vu ce match, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça se produise si vite comme ça, et ça a vraiment réussi à me surprendre alors qu'encore une fois je connaissais la fin et c'est juste ultra cool. Vraiment, dans cette soirée, vous l'avez vu, on a que des bons matchs, et même s'ils sont pas absolument exceptionnels, ils sont quand même très cool, et je pense que celui-là particulièrement est mon préféré en dehors de la Battle Royale, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vous l'aurez compris, jusqu'à présent, le Royal Rumble 2008 c'est un show très solide, rien que par ses matchs 1 contre 1 qui contribuent clairement à le rendre spécial, mais si cet événement est aussi légendaire aujourd'hui, c'est surtout bien sûr grâce à son main event. On arrive donc à l'heure du Royal Rumble match présenté par l'annonceur légendaire Michael Buffer qui nous introduit les règles qui sont toujours les mêmes, qui ne bougent pas. Il y a 30 catcheurs et un seul gagnant qui se dirige vers WrestleMania 24 pour un match de championnat pour le titre mondial. On se régale donc de la classique phrase de Michael Buffer. Let's get ready to rumble! Et c'est l'heure d'accueillir le premier participant, et vous allez voir que d'entrée de jeu, il y a du beau monde. L'Undertaker gagnant de l'année passée arrive en numéro 1 pour bien hyper le match, et comme si ça suffisait pas, l'homme qui se présente à lui en deuxième position est nul autre que le finaliste de l'année passée, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Les deux gars ont sorti un classique en finale du Rumble 2007, donc c'est ultra cool de voir que c'est eux qui ouvrent l'édition de cette année, et bien sûr, alors qu'ils commencent déjà à catcher, ils sont interrompus par le troisième arrivant Santino Marella qui se fait aussitôt dégager pour permettre à Michaels et Taker de continuer leur lutte. Khali débarque en 4ème position et se fait lui aussi éliminer très rapidement, pour encore une fois laisser les deux légendes s'affronter dans le ring, et d'ailleurs il se mange gratuitement quelques chants You Can't Wrestle parce que c'est Khali, donc pourquoi pas. Bon, malheureusement Great Khali sera le dernier à se faire éliminer aussi vite parce que le ring va ensuite commencer à se remplir petit à petit, ce qui en vrai est un peu dommage parce que j'aurais aimé voir un Michaels Taker en 1 contre 1 pendant un peu plus longtemps. Mais bon, en vrai le fait que les entrées s'enchaînent, ça permet quand même de souligner à quel point l'entrée comme ça, pile alignée avec la caméra et avec ses deux portes, c'est juste excellent, et quand il y a des gros noms comme Batista qui débarquent, je trouve que ça rend la scène tellement cool. Alors bon, oui, je vous l'accorde, dans le match, il n'y a pas que des gros noms non plus, parce que Hornswoggle finit par débarquer, et d'ailleurs va se planquer sous le ring directement, alors que justement, dans le ring, on a un Taker Batista qui nous rappelle de très bons souvenirs, et de plus en plus de catcheurs les rejoignent pour continuer à remplir le ring. Alors on va voir avec certains arrivants plus tard que ce Rumble est spécial pour plein de raisons, mais le fait qu'il y ait des histoires entre certains catcheurs au sein même du match, je trouve que c'est très cool et que ça donne un gros plus au Royal Rumble de manière générale, même si évidemment les rivalités ne sont pas d'un niveau de main event, elles apportent quand même un élément très intéressant. Après on a aussi certains détails moins connus qui rendent ce Rumble spécial, comme l'arrivée de Cody Rhodes pour son premier Royal Rumble match et qui a raconté des années plus tard comment l'Undertaker a vendu pour lui sur un dropkick, ce qui l'a sur le moment rendu ultra heureux parce qu'il s'est rendu compte d'à quel point le Deadman était prêt à donner pour les plus jeunes. Mais à part ces petits détails, le match est aussi marqué par la diversité au niveau des catcheurs parce qu'on a autant des mecs de milieu de carte, des main eventers mais aussi des buffles ultra sérieux comme Umaga ou bien sûr le légendaire Snitsky. Mais c'est pas tout parce que alors que les fans voient dans le ring des catcheurs un peu habituels lutter pour une place à
à WrestleMania, le 18e catcheur fait son entrée et là c'est le choc total, Jimmy Snuka débarque au Royal Rumble 2008. Et puis attendez, parce que là les fans sont contents et ils hallucinent un peu, mais croyez-moi ils étaient pas au bout de leur peine, parce que juste après, dès la 19e position, c'est Roddy Piper, lui aussi Hall of Famer et ancien rival de Jimmy Snuka qui fait son entrée dans une ovation juste énorme, ce qui rend ce segment de milieu de match absolument excellent. Les deux partent directement à la lutte et tous les autres catcheurs vont s'arrêter pour les regarder, et même si évidemment tout le monde sait à ce moment-là que ni l'un ni l'autre ne va gagner le match, c'est quand même ultra cool de voir ce moment. En plus, les surprises sont loin d'être finies parce qu'en numéro 22, c'est Mick Foley qui débarque et franchement là j'ai vraiment popé derrière mon écran parce que ça m'a fait ultra plaisir et j'avais aucun souvenir qu'il était là, donc c'était une vraie surprise pour le coup. À ce moment-là du match, à part ces entrées un petit peu surprises, le ring est quand même bien rempli et ça se met sur la gueule dans tous les sens, d'autant que les deux premiers du match sont toujours là alors que Michaels et Taker ont quand même déjà un certain âge en 2008, et l'arrivée de Mr. Kennedy m'a aussi fait ultra plaisir parce qu'on voit tellement en lui le potentiel d'un main eventer, mais ça m'a aussi fait prendre conscience d'à quel point il a été gâché une fois de plus. Mais bon, avec tout ce monde dans le ring, il va bien finir par falloir faire le ménage, vous vous en doutez, et d'un coup, Snitsky est éliminé par l'Undertaker, donc légende élimine légende une première fois, et juste derrière, Shawn Michaels élimine l'Undertaker pour avoir une fois de plus une légende qui en élimine une autre dans un moment trop cool, qui se conclut par Mr. Kennedy qui marque un grand coup en éliminant Shawn Michaels. Pendant que ça part dans tous les sens à l'extérieur après ça, dans le ring, on a l'arrivée de gros monstres genre Mark Henry et Big Daddy V qui font toujours un gros impact dans ce genre de match, et direct après, pour faire chuter un peu l'ambiance, Hornswoggle élimine le Miz depuis l'extérieur, et pour le coup à ce moment-là du match, j'avais carrément oublié qu'il était là. Mais bon, en vrai ce moment est quand même un peu cool parce que Swoggle se fait ensuite choper par Big Daddy V et Mark Henry et il s'apprête à se faire complètement exploser, mais Finlay débarque pour le sauver alors qu'il n'est même pas encore dans le match, et là par contre on a une annonce qui ne fait aucun sens. Au commentaire on nous dit que Finlay a été disqualifié du match parce qu'il a utilisé une arme, ce qui là vraiment n'a aucun sens parce qu'à une époque ça s'envoyait des gros coups de poubelle dans la gueule dans le Royal Rumble et personne disait rien. Enfin bon soit, peut-être que c'est juste parce qu'il est arrivé alors que c'était pas son tour, je sais pas moi, qui sait. Oui puis d'ailleurs qui sait, c'est une vraie bonne question ça, parce que je suis sûr que la WWE eux-mêmes ils savaient pas pourquoi ils ont fait ça et où est-ce que ça allait mener. Mais allez, le match commence à toucher à sa fin avec tout ça et on accueille donc le numéro 29 sous l'ovation de la salle, The Game Triple H, ultra grand favori du match qui fait son entrée et qui commence à faire le ménage dans le ring puisqu'il se débarrasse même de Big Daddy V tout seul, et il n'y a alors quasiment plus aucun doute sur le fait qu'il va repartir avec la victoire. Enfin ça c'était sans compter sur le numéro 30 parce qu'il reste bien une personne dans ce Rumble et à ce moment-là du match personne ne se doute de qui ça va être. Parmi les gros noms qui peuvent arriver, il y a bien John Cena, mais il est blessé depuis le mois d'octobre et il doit être absent pour encore au moins 3 mois, donc c'est impossible, c'est impossible. Eh ben dites quelque chose, répondez, il est blessé, il va quand même pas venir dans... Et oui, ce moment est absolument historique et certains d'entre vous l'ont forcément vu venir si vous connaissez ce show, c'est le grand moment du Royal Rumble 2008 qui contribue énormément à rendre l'événement ultra spécial et important, le retour de John Cena sous l'ovation du Madison Square Garden. Et ce moment est fou pour plusieurs raisons. Déjà oui, Cena devait être absent pour au moins 6 mois, mais en réalité on s'attendait plutôt à le voir absent pendant une année entière, donc le voir revenir après 3 mois c'était juste inattendu, mais du coup le fait que ce retour soit une immense surprise, ça a offert à John Cena une ovation par le Madison Square Garden, ce qui croyez-moi, n'est vraiment pas commun. On a vu le public de New York huer Rey Mysterio pendant son match, donc vous vous doutez bien que de base ils doivent pas trop kiffer John Cena, et pourtant un retour si inattendu les a rendus fous et ils ont ovationné le retour du champ dans un moment vraiment cool. Bon évidemment, une fois dans le ring, Cena commence à dérouler et se confronte à Triple H pour enfin recevoir les huées de la foule, qui ça y est a passé l'euphorie du moment et revient dans ses bonnes habitudes, et tout le monde se fait dégager très rapidement à la fin pour ne laisser alors place qu'aux 3 plus grands noms de ce match, Batista, Triple H et John Cena. L'un de ces 3 catcheurs ira à WrestleMania dans le main event et chacun fait alors sa célébration dans un moment très cool qui m'a fait replonger en enfance, et à ce moment-là c'est juste impossible de savoir qui va gagner même si c'est vraiment Triple H qui a le soutien populaire. Après une lutte rapide, c'est Batista qui se fait éliminer en premier malheureusement et son destin à WrestleMania en 2008 sera plutôt triste, et il ne reste alors que 2 hommes en finale, John Cena et Triple H qui se font face dans une ambiance électrique. Le main event de WrestleMania 22 est rejoué au Madison Square Garden et c'est clairement Triple H qui a les faveurs de la foule comme 2 ans auparavant, puisque malgré son retour, John Cena est tué par une majorité des fans. Honnêtement, si vous n'avez pas le temps de voir le match en entier, prenez au moins quelques minutes pour regarder le retour de Cena et cet affrontement final qui est ultra cool et qui illustre vraiment bien l'année 2008 avec 2 des plus grands noms de l'époque qui donnent tout pour un match à WrestleMania. Finalement, Cena prépare son FU pour en finir, mais Triple H le contre avec un DDT, et alors qu'il enfourche Cena pour l'éliminer, celui-ci se retient, enchaîne les contres et place Triple H sur ses épaules avant de lui placer un FU pour remporter le Royal Rumble 2008 et s'orienter vers le main event de WrestleMania 24. C'est donc au terme d'un Royal Rumble
Rumble de dingue que John Cena effectue son retour surprise sous une ovation incroyable pour marquer l'histoire et lancer l'année 2008 de la meilleure des manières puisque ce show excellent va mener vers un WrestleMania largement à la hauteur. Cette année-là, Ric Flair ira conserver sa carrière jusqu'à WrestleMania où il la perdra contre HBK. De nombreux catcheurs comme Jericho ou CM Punk intégreront le Money in the Bank alors que Jeff Hardy, qui était au sommet du monde, sera malheureusement suspendu et ne pourra donc même pas participer au show alors qu'il devait de base remporter la mallette et aller chercher le titre de champion. JBL de son côté se lancera dans une rivalité contre Finlay pour ouvrir WrestleMania avec un match absolument dingue. Cena se retrouvera en difficulté dans sa rivalité contre Randy Orton puisqu'il perdra son match de championnat qu'il décidera d'utiliser dès le pay-per-view suivant plutôt que d'attendre WrestleMania. Mais finalement, le 24e anniversaire du plus grand show de l'année sera marqué par un triple menace historique entre Orton, Triple H et John Cena pour le titre de la WWE. Enfin, WrestleMania 24 se conclura par un match de fou entre l'Undertaker et Edge pour le titre poids lourd, rendant alors cet événement juste exceptionnel et contribuant grandement à rendre l'année 2008 particulièrement passionnante. Mais en réalité, on est obligé de reconnaître que WrestleMania n'aurait certainement pas été aussi fou sans un Royal Rumble aussi excellent que celui qu'on vient de voir, qui a marqué l'histoire et a réellement donné le ton pour une année 2008 excellente, et c'était un plaisir de le retracer avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et à me partager votre avis sur le Royal Rumble 2008. Vous pouvez aussi en profiter pour liker la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description, que ce soit ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire ou mon lien affilié au lit. Je vous en remercie parce que ça me soutient énormément. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.